Le mirage classique du désert, c'est cette fameuse illusion d'optique qu'on a tous en tête, non? Une nappe d'eau qui scintille à l'horizon, et puis c'est juste la chaleur et le sable qui s'évaporent dès qu'on essaie de s'en approcher. Ouais, c'est vraiment l'image d'Épinal par excellence. Une étendue perçue comme totalement figée et surtout presque intouchable par l'agriculture moderne. Exactement. On associait toujours ça à l'hostilité, au vide, mais en ce moment même, dans le sud-ouest de l'Algérie, il y a un véritable mirage de béton, d'acier et de verdure qui est en train de prendre forme. Et pour le coup, c'est pas du tout une illusion. Ah non, c'est du très concret. Et les documents qu'on analyse aujourd'hui sont juste fascinants. Mais carrément, la mission de notre plongée dans ces sources aujourd'hui, c'est de comprendre un projet qui semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction. On parle de la construction de la plus grande ferme laitière au monde, littéralement en plein cœur du désert du Sahara. C'est ça, et il faut préciser d'emblée qu'on est très loin de la simple petite anecdote technologique. C'est un vrai bouleversement de nos paradigmes géopolitiques en fait. Ok, décortiquons ça. Parce que, on le sait tous, l'inflation alimentaire, le prix des denrées de base, ça touche tout le monde. Quand on passe à la caisse du supermarché, on le sent. Donc, comprendre comment des nations sécurisent leur nourriture, c'est crucial. Totalement. Et pour vraiment saisir l'anomalie que représente ce projet Algéro-Qatali, il faut poser des bases. On parle d'un investissement initial de 3,5 milliards de dollars. C'est un chiffre délirant. Je veux dire, c'est l'équivalent du PIB de certains petits pays. Absolument. Injecté directement dans le sable de la wilaya d'Adrar. Et la structure de l'accord est super intéressante aussi. On a 51% des parts pour la société qatari Baladna et 49% pour le Fonds national d'investissement algérien, le fameux FNI. Et ce qui saute aux yeux quand on lit les rapports, c'est la vitesse du truc. L'accord a été signé fin avril 2024 et dès septembre, paf, les bulldozers étaient déjà sur le terrain. Ouais, une exécution ultra rapide. Mais la question qui brûle les lèvres, c'est pourquoi ? Pourquoi le désert du Sahara? C'est comme vouloir construire une Silicon Valley de l'agriculture sur des dunes. Ça semble tellement contre-intuitif, voire hyper risqué par rapport à une zone tempérée. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que notre perception du désert est juste super incomplète. On ne regarde que la surface, en fait. Le Sahara, c'est pas qu'une mer de sable stérile. Attends, il y a autre chose en dessous. Ouais, la région d'Adra repose sur l'une des plus grandes réserves d'eau douce au monde, le système aquifère du Sahara septentrional. C'est une mer souterraine gigantesque. Donc l'eau, l'ingrédient principal pour l'agriculture, elle est déjà là. Ah ouais, donc l'eau attend juste sous la roche, quoi. Exactement. Et si on combine cette eau avec des espaces infinis, parce que le projet couvre 117 000 hectares quand même, et un soleil qui tape toute l'année, l'équation s'inverse complètement. Le désert devient une toile vierge parfaite pour une agriculture ultra contrôlée. Sans les problèmes de densité de population qu'on a en Europe, par exemple. C'est clair. Et pour revenir sur cette répartition du capital, ce 51-49, c'est pas anodin, c'est un vrai mariage de nécessité stratégique. Ouais, le Qatar ne fait pas juste acheter des terres, et l'Algérie ne fait pas que sous-traiter. Voilà, le Qatar avec Baladna apporte une expertise de dingue dans la création de fermes en milieu aride. Ils l'ont déjà fait chez eux sous la pression d'un embargo. Et ils amènent les capitaux. Et de l'autre côté, l'Algérie amène le foncier, l'eau, la main-d'œuvre et un marché intérieur énorme. Ils sont obligés de réussir ensemble, en fait. C'est exactement ça. Mais bon, avoir de l'eau et de l'argent, ça règle pas les problèmes biologiques de base. Ah non. Surtout à cette échelle. 117 000 hectares, juste pour donner une idée, c'est plus grand que toute la Martinique. Comment on gère un truc pareil sans que ça s'effondre sous son propre poids logistique? C'est le défi. Le modèle choisi, c'est de la ferme au consommateur. Un système totalement intégré sur 3 piliers. La culture du fourrage d'abord, l'élevage ensuite, et enfin, l'usine de transformation directement sur place. Et les projections temporelles sont assez claires dans les sources. Une première production en 2026, avec un pic de rendement prévu au bout de 9 ans. Mais les chiffres à la 9e année, ça donne le vertige. Ah oui, on parle de 270 000 vaches. 270 000 vaches, qui doivent produire 1,7 milliard de litres de lait par an. Mais moi, il y a un truc qui me chiffonne dans ce plan. Il y a un angle mort énorme, non? Lequel? Maintenir plus d'un quart de million de vaches en vie au milieu de nulle part, ça demande une quantité de nourriture astronomique. Si la chaîne d'approvisionnement mondiale plante, genre un conflit ou une nouvelle pandémie, ce troupeau entier meurt de faim en quelques semaines. C'est un risque fou pour 3,5 milliards de dollars. Eh bien, cela soulève une question importante, et c'est justement la différence majeure avec les fermes classiques. Ils ont anticipé ce risque à 100%. C'est le rôle du tout premier pilier du projet. C'est-à-dire? La première phase, c'est de viabiliser 100 000 hectares exclusivement pour cultiver du blé et du fourrage. Ils ne vont absolument pas importer des cargos de soja du Brésil.
La nourriture du bétail va pousser sous leurs sabots en circuit fermé. Attends. Faire pousser 100 000 hectares de fourrage dans le Sahara, ça va demander des quantités d'eau hallucinantes. On n'échange pas juste une vulnérabilité logistique contre un désastre écologique en vidant la nappe phréatique. C'est la contradiction centrale. Et la réponse est purement technologique. Tu te doutes bien qu'on n'arrose pas le sable comme on arrose un champ en Normandie. J'espère bien, oui. L'utilisation de cette eau fossile demande une précision chirurgicale. C'est pour ça que ça ressemble plus à un centre high-tech qu'à une ferme de grand-père. Chaque goutte est mesurée et distribuée avec une parcimonie scientifique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En fouillant les détails techniques, j'ai eu l'impression de lire les plans d'une station spatiale. Tout est monitoré. Par exemple, ils ont commandé 700 systèmes de pivots d'irrigation à une boîte américaine Valmont. C'est des mastodontes de l'irrigation, eux. Ouais, et ces pivots sont vitaux. L'idée, c'est pas de balancer de l'eau en l'air et de la regarder s'évaporer à 45 degrés. Ah non, ça serait un carnage. Ces trucs fonctionnent à très basse pression. L'eau sort presque au niveau du sol, directement sur les racines, avec des asperceurs qui calibrent la taille exacte des gouttes. Ah, la taille des gouttes compte. Totalement. Si la goutte est trop fine, le vent chaud du désert la vaporise direct. Si elle est trop grosse, ça abîme le sol sableux sans être absorbé. C'est littéralement de la physique des fluides appliquée à l'agriculture. Une précision millimétrique, quoi. Et c'est qu'un seul des aspects technologiques. Les sources montrent qu'en un mois, ils ont signé 14 contrats d'ingénierie majeurs. Plus d'1 demi-milliard de dollars juste pour ça. Le plus impressionnant, c'est le contrat avec GA, Le géant allemand, ouais. pour l'usine de transformation laitière sur place. Et il y a ce détail fou, ils construisent une tour de séchage du lait de 40 mètres de haut. Au début, je me suis dit, pourquoi un gratte-ciel en plein désert? C'est la physique de la transformation en poudre qui oblige à faire ça. C'est le processus d'atomisation. Ok, explique-nous comment ça marche, parce que c'est dingue. En gros, le lait liquide est pulvérisé tout en haut de cette tour de 40 mètres. Ça fait une sorte de brouillard hyper fin. Et en même temps, on injecte un air super brûlant. D'accord, et pendant que le brouillard tombe, Voilà, pendant la chute libre, l'eau s'évapore instantanément. Il faut exactement cette hauteur de 40 mètres pour que la particule de lait ait le temps de sécher complètement avant de toucher le fond. c'est brillant. Et du coup, en bas, on récupère juste la poudre? Exactement. Prête à être stockée des mois sans aucun frigo. C'est du génie thermique. Sauf qu'il reste quand même une grosse variable biologique dans tout ça, hein. Les vaches. Une vache, ça produit une chaleur corporelle énorme. En été, à Adrar, il fait presque 50 degrés. On frôle le stress thermique mortel, là. Comment ils comptent garder des centaines de milliers de bêtes en vie? Alors ils utilisent deux leviers. Déjà, la génétique. C'est pas la petite vache de nos montagnes. Ce sont des races mondiales ultra sélectionnées pour tolérer des climats arides. Et le deuxième levier? L'environnement contrôlé. Les étables sont équipées d'une ventilation croisée monumentale et de brumisateurs intelligents. Mais le plus fou, c'est la surveillance. Chaque vache porte une sorte de montre connectée. Une montre connectée pour vaches. Sérieux, Gal? Ouais, des capteurs électroniques qui surveillent le rythme cardiaque, la rumination, la température. Si une vache commence à surchauffer, le système prévient les vétérinaires avant même qu'il y ait des symptômes visibles. C'est donc une ferme entièrement numérisée. Ce qui nous amène à un point crucial mentionné dans nos sources. Ce projet, c'est aussi un transfert massif de compétences. Ah bah, il le faut bien. On apporte des pivots d'Amérique, des tours d'Allemagne, de la gestion du Qatar, mais si t'as personne sur place pour faire tourner la machine, dans 5 ans, tout est enfoui sous le sable. C'est le grand défi de la pérennité. Les contrats incluent un énorme volet de formation. L'Algérie forme en ce moment toute une génération d'ingénieurs agronomes et d'experts en data. Parce qu'apprendre à gérer les données de 270 000 vaches, c'est pas donné à tout le monde. Claire, c'est une université à ciel ouvert pour l'agriculture du futur. Ce qui nous pousse naturellement vers l'impact économique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final, pour le monde réel, au-delà des gros chiffres techniques? Socialement, on parle de 5 000 emplois directs. Des vétérinaires, des logisticiens, des techniciens. Et des milliers d'emplois indirects pour faire vivre cette ville-usine. Mais le plus gros impact, c'est la macroéconomie pour l'Algérie. Si l'on relie ça à la vue d'ensemble, il faut bien comprendre le rôle de la poudre de lait. C'est pas juste la boîte qu'on achète pour le petit déjeuner. Non, c'est un ingrédient de base pour toute l'industrie. Exactement. Les yaourts, les fromages, les biscuits, le chocolat et même la pharmacie. L'Algérie était un des plus gros importateurs mondiaux de poudre de lait. Ça coûtait une fortune en réserve de change. Et acheter tout ça en dollars ou en euros sur le marché mondial, ça rend le pays super vulnérable en fait. Totalement. Si les cours mondiaux explosent, c'est l'économie nationale qui trinque. Donc,
En produisant localement entre 100 000 et 140 000 tonnes de poudre par an, ce qui couvre à peu près 50% de leurs besoins nationaux, l'État stoppe une énorme fuite de devises. C'est un vrai bouclier. Et ça protège les consommateurs. Le prix du paquet de gâteaux ne dépendra plus d'une crise maritime en Europe ou d'une sécheresse ailleurs. C'est la fin de l'inflation importée pour ce secteur. L'Algérie diversifie enfin son économie, qui était jusqu'ici hyper dépendante du pétrole et du gaz. C'est fascinant de se dire qu'une tour de séchage de 40 mètres dans le désert peut stabiliser le prix du yaourt à Alger. Mais il y a aussi les intérêts du Qatar dans tout ça. Ils font pas ça par philanthropie, évidemment. Oh non. Doha est en train de changer de stratégie. Il passe de géant du gaz naturel à acteur majeur de la sécurité alimentaire mondiale. C'est un vrai pivot géopolitique, ça. Complètement. S'implanter en Afrique du Nord, avec l'idée d'exporter ensuite vers les pays voisins, c'est du soft power pur. Dans les rapports qu'on a lus, certains analystes voient ça comme le modèle parfait de l'intégration économique arabe pour le XXIe siècle. Et ce terme de puissance, il est super pertinent. On l'a bien vu avec le Covid ou les tensions récentes. Si tes chaînes d'approvisionnement cassent, c'est la panique. Dépendre de l'étranger pour nourrir les gens, c'est une faille existentielle. Le Qatar et l'Algérie ont bien compris qu'on entre dans une ère post-mondialisation. La vraie souveraineté aujourd'hui, c'est plus seulement combien de puits de pétrole tu as, mais ta capacité à produire ta nourriture en interne. Du coup, le lait et le blé, c'est littéralement le nouveau pétrole. Si on récapitule un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on a un projet à 3,5 milliards de dollars, une alliance à 51,49 qui déploie des technologies dignes de la NASA pour dompter le Sahara. Avec une irrigation millimétrique, des vaches connectées. Voilà, et tout ça, pas juste pour faire joli, mais pour bâtir une forteresse économique capable de fournir la moitié de la poudre de lait d'un pays entier, tout en gardant son argent à l'intérieur de ses frontières. C'est la preuve que les pires contraintes géographiques peuvent être effacées par un mix de gros capitaux, de technologie et de volonté politique. Et honnêtement, ça ouvre une réflexion beaucoup plus large. C'est-à-dire? Si l'ingénierie humaine est capable de faire tourner une usine laitière ultra performante dans la fournaise du Sahara, qu'est-ce que ça annonce face au changement climatique ? Ah, tu veux dire que ces projets extrêmes seraient plus des exceptions? Exactement. Avec la désertification globale, ces méga-fermes sont peut-être les prototypes de notre survie. Quelles autres zones de la planète qu'on croyait mortes ou incultivables vont devenir les véritables greniers du monde dans 20 ou 30 ans? C'est une perspective vraiment vertigineuse. L'innovation repousse sans arrêt les murs de ce qui est possible. Ce qui semblait être un simple mirage, une petite idée folle d'ingénieur, est littéralement en train de modifier la carte mondiale de la sécurité alimentaire. On va garder un œil très attentif là-dessus. Merci à tous d'avoir plongé avec nous dans cette analyse.